Alors, la dernière fois, j'avais promis qu'on parlerait d'électromagnétisme, non, de lumière. Ouais. Évidemment, c'est un phénomène électromagnétique. Et on avait commencé à parler d'électricité, et je vous ai ramené du matériel qui ne date pas d'hier, comme vous pouvez voir. On avait parlé de l'existence de deux types d'électricité. Ça, c'était vraiment le point important. Donc, je vais écrire électricité. Donc, les phénomènes électriques sont connus depuis longtemps à travers l'électricité statique, mais c'est difficile de rattacher. Vous voyez, d'ailleurs, il y a plein de poils ici qui collent à la... Enfin, qui en collent. C'est pas de la colle, justement. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Ouais. Je vais avoir des petits bouts de papier. Enfin, vous connaissez tous ce phénomène. Donc, prenons des petits bouts de papier. Qui n'est pas forcément si simple à comprendre ou à décrire, d'ailleurs. Mais, alors, je frotte ce bâton. Voilà. C'est quand même assez impressionnant, parce que ça défie la gravité. Enfin, ça vainc la gravité. Manifestement, la force qui s'exerce, une force attractive s'exerce, qui est supérieure au poids de ces petites choses, quoi. Donc, et qui agit à distance, c'est une des choses troublantes, qui agit à distance, alors comme la gravitation, certes, mais comme rien d'autre. En réalité, quand on met en mouvement des corps, en général, il faut les toucher. Sinon, ça fait un peu magique, quoi. Je pousse un truc à distance ou je l'attire. D'ailleurs, ça donne lieu à tout un tas de fantasmes magicaux, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose de troublant, et on en parlera, dans le fait qu'on puisse agir à distance sur les corps, parce qu'on se demande bien comment l'influence se transmet et en fait même qu'est-ce que ça veut dire. Ok, j'avais parlé la dernière fois de la découverte de deux types d'électricité qu'on nommait traditionnellement l'électricité vitreuse et l'électricité résineuse. Alors, je vais vous en faire la démonstration. D'abord, je vais décharger ce truc-là. Déjà, dire je décharge ça, c'est faire preuve d'une connaissance poussée, que vous avez tous, bien sûr, qu'on a tous maintenant. L'idée de charge électrique est une notion qui n'est pas du tout immédiate. Je crois que le mot a été introduit vraiment par analogie avec une charge pondérale qui permet de mettre en mouvement ou d'équilibrer un balancier. Ça vaut le coup de regarder. Je ne sais pas trop d'où vient le mot charge, parce qu'après tout, on dit une charge électrique. Pourquoi? C'est pas si clair. Puis alors, ce mot est resté. Maintenant, on parle de charge pour toutes les interactions fondamentales. Et la masse, en quelque sorte, est une charge gravitationnelle. C'est le coefficient par lequel un corps se couple au champ gravitationnel. On n'a pas encore parlé de champ, mais on le fera. Évidemment, c'est important. Et l'étude de l'électromagnétisme a rendu absolument incontournable l'introduction de la notion de champ. Et c'est une notion vraiment majeure et qui demeure en partie mystérieuse. Mais on verra. Alors, donc, la question de l'électricité, de la double nature de l'électricité. Donc, Poccia, bâton d'ébonite qui fait office de résine. Voilà, résineuse. Et je vous rappelle que électron, ça veut dire l'ambre en grec. L'ambre jaune, donc la résine essentiellement. Donc ça, c'est l'électricité. Alors, donc je frotte ce bâton
avec une peau de chat, enfin avec un truc qui, dans le langage moderne, est capable d'arracher des électrons. Et alors là, c'est une boule, elle est noire, mais c'est une boule très légère, une boule de polystyrène. J'approche ce bâton. Alors, attendez, je vais le faire mieux, parce qu'en fait, je m'étais chargé en même temps, donc je l'ai chargé au passage. On va essayer de décharger un peu les choses. Ok, on va laisser se calmer. Je vais me décharger aussi. Ok, on recommence. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé? Elle a été attirée et pof, elle est repartie fort. C'est un peu étrange. Alors si je fais pareil avec un bâton de verre, électricité vitreuse, je frotte, j'approche le bâton, pareil, elle est attirée, et elle le touche, et dès qu'elle le touche, elle repart. Et une fois qu'elle est repartie, et vous voyez, maintenant en fait, je la repousse. Vous voyez? Je vais le refaire. Décharger. Je vais le refaire. J'ai l'impression que celui-là se charge un peu plus. Donc, je la tire, et dès que je l'ai attirée, elle s'est cognée dessus, et là maintenant, je vais laisser un peu se reposer, mais maintenant, vous voyez, je la repousse en fait. Vous voyez comme je la repousse là? C'est étrange, non? Tout à l'heure, je la tirais, j'ai rien fait, je la tirais, maintenant je la repousse. En fait, il s'est passé quelque chose au contact. Avant le contact, je la tirais, il y a eu le contact et immédiatement, elle a été éjectée assez vite, et maintenant, quoi que je fasse, je la repousse. Alors, je la repousse avec ça, mais si je prends ce bâton, en fait, je la tire. Et je la tire même plus que tout à l'heure, j'ai l'impression, non? Alors, la raison à ça, on va court-circuiter le raisonnement parce qu'on connaît la réponse, mais vous allez comprendre très vite qu'on arrive fatalement à ce genre de conclusion. Donc déjà, il y a manifestement deux types d'électricité, en effet, puisque là, alors, peut-être décharger complètement pour le refaire. Donc ah, elle a été chargée, pardon. Donc là, ça devrait être bon. La peau de chat est aussi chargée, du coup, maintenant. On recommence. OK. Je la tire. Immédiatement, ça la repousse. OK. Manifestement, là, ça la repousse. Et là, manifestement, ça la tire. D'accord? Donc, il y a deux électricités, une qui repousse, une qui attire. Mais si j'avais commencé par charger, alors donc ce qui se passe, c'est que le contact charge l'objet. Donc là, vous voyez maintenant, c'est cette électricité-là, la vitreuse, qui repousse l'objet. Après l'avoir mis en contact avec le verre, maintenant, c'est celle-là qui la repousse et c'est celle-là qui va la tirer, évidemment, sans surprise. C'est complètement symétrique. Vous voyez, maintenant, celle-ci la tire. La tire jusqu'à ce qu'elle se touche, et là, fou, elle repart, et maintenant, celle-là repousse. Et c'est celle-là qui va attirer. OK? Donc, situation symétrique. Voilà, vous avez vu. Bref. Donc, la raison est que, au début, j'ai le corps suspendu ici sans charge. La charge, on la note Q. Et puis, j'approche un bâton de verre que j'ai préalablement chargé
Alors, le bâton de verre, c'est l'électricité positive, en l'occurrence, enfin, l'électricité vitreuse, aujourd'hui on l'appelle positive. Donc j'ai des charges plus ici. Là, je n'ai pas de charge. Qu'est-ce qui se passe quand j'approche des charges plus? Eh bien, on l'a vu la dernière fois, on a écrit la force de Coulomb, mais vous le savez, les charges plus se repoussent, les charges opposées, enfin les charges de même signe se repoussent, les charges opposées s'attirent. Donc quand j'approche des charges plus, ça va attirer les charges plus, pardon, ça va repousser les charges plus et attirer les charges moins au sein du corps lui-même. Manifestement, les charges ne peuvent pas quitter l'objet, ne peut pas se propager dans l'air. On dit que l'air est isolant, heureusement, sinon on s'électrocuterait en passant près des prises. Donc, ça repousse les charges plus et ça attire les charges moins. Pourquoi donc approcher le bâton de cet objet l'attire? Alors, il est encore chargé. Pourquoi ça l'attire alors que l'objet il est neutre? Donc s'il a une charge nulle, il ne devrait rien se passer. Oui, il est neutre, mais l'influence de ce bâton avec des charges plus va modifier la distribution des charges. Là. Il y aura un peu plus de charges plus loin, puisque ça les repousse, et un peu plus de charges moins proches. Or, la force exercée entre les charges dépend de la distance. Et on a vu la dernière fois qu'elle décroissait avec la distance en 1 sur r carré, comme la distance au carré, exactement comme la force gravitationnelle. Par conséquent, les charges moins ici sont plus attirées par les charges plus ici que les charges plus ne sont repoussées. Donc ici, il y a une force d'attraction vers le bâton plus grande qu'il n'y a une force de répulsion de l'autre face, parce que l'autre face est plus loin, tout simplement. Et donc, le bilan des forces sur ce corps-là, c'est qu'en fait, la force attractive est plus grande, et par conséquent, le corps est attiré. Maintenant, lorsqu'il se touche, dès qu'il se touche, il y a un contact qui s'établit, et par contact, l'excès de charge plus ici, qui continue d'être attiré, qui continue d'être attiré de plus en plus, d'ailleurs, parce que c'est de plus en plus près, les charges moins sont aussi repoussées de plus en plus, mais moins que les charges plus sont... Ah, pardon, excusez-moi. L'inverse, pardon. Les moins sont attirés, les plus sont repoussés, bien sûr, parce que là, c'est plus. Au moment du contact, l'excès de charge plus ici va passer sur la boule. Donc par contact, on peut avoir un transfert de charge. Autant à travers l'air, manifestement, on ne peut pas, sinon ça se déchargerait immédiatement. Mais au moment du contact, cette boule qui est toujours globalement neutre, il y a autant de plus que de moins, puisqu'il n'y a pas de charge qui est venue ni qui se sont parties, l'air est isolant. Donc cette charge est toujours globalement neutre, mais avec des charges moins ici et des charges plus là. Au moment du contact, les charges plus vont pouvoir passer là, et donc maintenant, cette boule devient positivement chargée. Une charge Q positive. Si vous voulez, les charges plus, il y a un excès de charge globale positive entre la tige de verre et la boule. Et donc, globalement, par le contact, ces charges positives se répartissent partout. Donc, il va y avoir un petit peu moins de plus là, parce qu'elles sont passées là. Et puis là, maintenant, ça va être globalement chargé positivement. Du coup, on a deux corps chargés positivement, et évidemment, ils se repoussent. C'est pour ça qu'au moment du contact, pouf, c'est éjecté beaucoup, rapidement, avec une force importante, parce que la distance entre les deux est faible, et justement, la force est inversement proportionnelle au carré de la distance. Si la distance est nulle, la force est infinie. Alors, si on regarde dans le détail, c'est jamais infini, mais on voit bien qu'il y a une force importante, et on voit l'accélération, le rebond est très impressionnant. Immédiatement, c'est repoussé. Et donc ensuite, la boule est
est chargée positivement globalement, donc elle est repoussée par le même bâton chargé positivement qui l'attirait au début par effet de polarisation. On appelle ça la polarisation, le fait que vous avez un corps qui est globalement neutre, mais qui voit sa répartition de charge modifiée par une influence extérieure. Donc il se polarise, parce qu'il apparaît deux pôles en quelque sorte, un pôle avec des plus ici et un pôle avec des moins là. Alors ce n'est pas le pôle nord et le pôle sud des aimants, mais c'est un pôle de ce qu'on appelle un dipôle électrique, ou électrostatique ici. Voilà, donc au début c'était attiré par polarisation, et ensuite, c'est-à-dire par différentiel entre force attractive et force positive, et force répulsive, pardon, et ensuite c'est juste de la répulsion de charges identiques. Mais si maintenant j'approche, donc maintenant que cet objet est chargé positivement, il est repoussé par un objet aussi chargé positivement. Si, par contre, j'approche un objet chargé négativement, maintenant, ça va l'attirer. Et ce que j'ai dit pour positif et négatif se répète à l'identique si j'inverse négatif et positif. Donc, de la même façon, si au départ, sur un objet neutre, j'avais apporté un petit bâton chargé négativement cette fois, donc avec de l'électricité résineuse, eh bien, ce sont les charges négatives qui se seraient accumulées au plus près... pardon, à chaque fois je me trompe. Les charges positives qui se seraient accumulées au plus près des charges négatives, et les charges négatives seraient repoussées, l'attraction plus grande que la repulsion, etc. Bon, vous avez compris. Et donc, il y a effectivement ces deux types de charges. Et alors, ça c'est ce qu'on appelle un électroscope ou un électromètre. Je crois que je vous l'avais décrit rapidement, je ne sais pas si vous voyez là-bas. Donc, c'est simplement, vous allez voir ce que c'est. Donc, c'est un plateau métallique. Donc, le métal est conducteur d'électricité. Manifestement, l'air ne l'est pas, comme je disais. Voilà. Donc, j'approche le bâton. Vous voyez qu'il y a une petite tige mobile là qui se met en mouvement. Et si je l'enlève, ça revient. Vous voyez? Donc vous voyez, ça c'est vraiment de l'influence électrostatique. J'approche le bâton, les petites pales se repoussent. Donc ce qui se passe, c'est exactement la même chose. Enfin, oui. Vous avez ce plateau métallique, la tige, et puis ici, donc tout ça c'est métallique, c'est conducteur de charge, et puis vous avez un petit... Voilà, une espèce de... Je ne sais pas comment appeler ça... Une tige mobile, assez légère en tant qu'affaire pour que l'effet soit important. Donc, j'approche, j'ai rien touché, hein, j'approche par influence. Donc ça, c'est résineux. Donc, oui, pardon. Et donc là, quand vous faites ça, il se polarise aussi? Alors, c'est ça, en fait. Ce qui se passe, c'est que quand j'approche le bâton donc, chargé négativement, donc avec un excès d'électrons là, hein, donc en gros, dans le langage moderne, j'arrache des électrons... En fait, la différence des deux, c'est que par friction, vous permettez que des charges soient arrachées, et quand vous... En gros, le bâton de résine, il est... comment dire, il préfère, enfin, disons, ça lui coûte pas trop d'avoir des électrons en plus. Tout préfère être neutre, mais ça lui coûte pas trop d'avoir des électrons en plus, et lui, la peau de chat, ça lui coûte pas trop d'avoir des électrons en moins. Donc quand on les frotte et qu'on met de l'énergie là-dedans, donc on autorise des choses qui, s'il n'y avait pas d'énergie, l'état stable, c'est qu'ils sont tous neutres. Mais vous permettez, c'est-à-dire, enfin oui, c'est favorable que lui ait un excès d'électrons par rapport à lui. Par contre, avec du verre, c'est l'inverse en fait. Ça coûterait plus énergétiquement que lui ait un excès d'électrons plutôt que lui. Et donc c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire il y a un excès d'électrons ici par rapport à là. Je m'exprime très très mal ce matin, pardon. Vous voyez l'idée, c'est-à-dire que vous créez un déséquilibre, mais le déséquilibre, vaut mieux que ce soit un excès d'électrons là
quitte à avoir un déficit là. Dans ce cas-là, par contre, c'est l'inverse. Il vaut mieux qu'il y ait un excès là, quitte à avoir un déficit là. Ça, c'est lié à la nature chimique, aux liaisons chimiques. Enfin, vraiment, là, c'est à l'échelle atomique, moléculaire, que se passe cette préférence, qui n'était pas du tout comprise à l'époque, etc., mais peu importe. Donc, je reviens à votre question. Effectivement, j'ai un excès de charge négative, parce que c'était favorable. Voilà, j'ai mis des charges négatives là. Donc, les charges... au départ, tout ça est neutre. Les charges négatives vont être repoussées, donc elles se retrouvent le plus loin possible. Et puis les charges positives vont être attirées. Et donc maintenant, vous avez des charges négatives ici partout. Et donc elles se repoussent. Et comme c'est mobile, on assiste à ça. Voilà. Donc simplement par influence. Mais du coup, dès que je le retire, les charges ici négatives se repoussent, donc les charges négatives ont envie de repartir, les charges plus aussi se repoussent, puis par ailleurs plus et moins s'attirent, donc elles se répartissent de façon à ce que ce soit neutre. Donc si vous êtes sur un corps qui est conducteur de l'électricité, les charges vont se répartir de telle façon qu'il n'y ait pas de déséquilibre de charge, puisque en fait, dès qu'il y a un excès de charge positive quelque part et un charge négative ailleurs, elles s'attirent mutuellement, donc en fait, ça tend à annuler ces différences de charge. C'est assez naturel, en fait. Donc, enfin, c'est complètement naturel, c'est les lois de la nature, mais je veux dire, ça se comprend très bien. Dès lors que, évidemment, le corps est conducteur. Mais s'il n'est pas conducteur, on va pouvoir polariser à l'échelle atomique, moléculaire, mais l'effet va évidemment être bien plus faible. Donc là, je refais l'expérience. Voilà, j'approche. Donc j'ai des électrons, un excès d'électrons sur le bâton. Ça repousse les électrons vers le bas. Les électrons qui se sont accumulés vers le bas se repoussent eux-mêmes. Et donc voilà ce qui se passe. Et si je retire... Voilà. Maintenant, si je fais la même chose, mais que je touche, alors là, je dépose les électrons sur le plateau, ils se répartissent. Donc maintenant, j'ai globalement un excès d'électrons sur le corps métallique, là. Et donc, cet excès se répartit au mieux, parce que si vous avez un excès de charge positive seulement, si négative, seulement à un endroit, elles vont se repousser pour être le plus loin possible, parce que c'est là que les forces sont plus faibles, quoi, hein, parce que la force, à nouveau, décroît avec la distance. Donc, voilà, donc les charges se répartissent à la surface de ce conducteur de la façon optimale électriquement, si on veut, pour, en fait, jusqu'à ce qu'une position d'équilibre soit atteinte, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus, enfin, que les forces d'attraction et de répulsion soient partout compensées. Donc voilà, maintenant il est chargé, et ben, il est chargé, l'air étant isolant, ça reste comme ça. Alors ça reste comme ça, sauf si je le touche. Donc manifestement, mon corps est conducteur d'électricité. Quand j'ai fait ça, l'excès de charge il ne pouvait pas s'évacuer dans l'air, mais il a pu s'évacuer à travers mon corps et finalement se répartir maintenant à la surface de tout mon corps. Si j'ai des semelles en caoutchouc qui est isolant, ça va juste se répartir partout entre mon corps et cet objet. Si j'ai des semelles un peu conductrices, ça va partir dans la terre et donc voilà, complètement déchargé. Donc voilà, très bien. Alors, même expérience. Donc là, c'est par influence, j'ai encore rien fait. Maintenant, je touche, je dépose au mieux des charges là-dessus. Voilà. Si je reviens avec mon bâton, j'amplifie l'effet à la limite parce que bon, j'ai déjà déposé des charges, mais j'arrive à nouveau avec des charges négatives qui repoussent les quelques charges encore qui pouvaient se déplacer vers le bas ici, elles sont encore plus repoussées, ça les aide à se repousser, donc ça amplifie le problème. Mais bien sûr, si j'arrive avec l'autre bâton, sans surprise, maintenant, voilà.
Pourquoi? Parce que maintenant, j'arrive avec des charges positives ici, qui vont repousser celle-là, et du coup, ici, ça va devenir neutre, il n'y a plus de raison qu'il se repousse, et de fait, voilà, ça se repousse de moins en moins. Bon, voilà, c'est très simple. Mais on connaît la réponse maintenant, mais vous voyez bien qu'en jouant avec ces choses-là, on peut assez facilement tomber sur ce modèle-là. De toute façon, il y a deux types d'électricité différentes, ça c'est manifeste au premier coup d'œil. Que les unes se repoussent, les autres s'attirent, enfin que, disons, deux du même type se repoussent et deux de type opposé s'attirent, c'est pareil, c'est évident. Et puis, il y a la question qui est vraiment très importante, qui est la question de la conduction des charges. Donc, à travers l'air, on ne transmet pas des charges, manifestement. Par contre, par contact, hein, dès que le contact s'établit, donc là, j'attire, hop, et ça y est, c'est repoussé. Par contact, on peut transmettre des charges. Donc, évidemment, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que ces charges? Est-ce que c'est un... Alors, il y a des tas de théories. Est-ce que c'est un fluide? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et la première chose très étonnante, c'est vraiment que ça agit à distance. Et ça agit à distance, encore une fois, comme le champ gravitationnel. Alors, je dis champ, je ne devrais pas dire champ, comme la force gravitationnelle. Deux corps s'attirent à distance. Et comme vous le savez sans doute, ceci perturbait beaucoup Newton. Quand il a établi sa loi, je vais réécrire la loi de la gravitation. Donc la force que le corps 1 exerce sur le corps 2. Donc ça, c'est juste le vecteur qui indique la direction entre 1 et 2. Donc voilà, la force que le corps 1 exerce sur le corps 2 est attractive vers 1 en raison proportionnelle de leur masse et de l'inverse du carré de leur distance. Et la force électrostatique de Coulomb est, je vais mettre, enfin bon, allez, je vais mettre, ça c'est juste un facteur numérique, de même que là, c'est une constante, j'avais commenté ça la dernière fois, en raison proportionnelle de leur charge et inversement proportionnelle au carré de leur distance, avec ici la répulsion et l'attraction qui est directement donnée par les signes des charges. Voilà. Oui, donc je disais, Newton était troublé par l'action à distance, d'une part. Comment est-ce possible? Et en fait, quand on réfléchit... malheureusement, je trouve qu'on ne réfléchit plus assez à ça, mais il y a quelque chose de profondément troublant dans l'idée qu'on puisse agir à distance. Encore une fois, les actions mécaniques auxquelles on est habitué sont des actions de contact. Je peux pousser un corps, je peux l'arrêter, je peux le dévier, mais j'ai besoin de le toucher. Exercer un effet à distance, c'est très troublant. Et pire encore, exercer un effet à distance instantanément. Parce que il n'y a pas le temps là-dedans. Donc, il y a juste la distance. Donc, si j'ai un corps ici, disons le Soleil et la Terre, ici, le Soleil attire la Terre attire le Soleil, très bien. La Terre est en rotation, enfin, en orbite autour du Soleil, disons. La Terre va se trouver là, un peu plus tard, d'accord, au cours de l'année. Maintenant que la Terre est là, la force que la Terre exerce sur le Soleil est différente, puisque maintenant, je vais le dire dans oui, si je vais le dire comme ça. Ici, la Terre attire le Soleil par là. Maintenant que la Terre est là, la Terre attire le Soleil par là. Inversement, quand la Terre était là, le Soleil l'attire comme ça. Et quand la Terre est là, le Soleil l'attire comme ça. Comment la Terre sait-elle dans quelle direction est le Soleil? Puisqu'elle est attirée vers le Soleil. Mais comment la Terre peut-elle savoir où est le Soleil? Donc il faut bien qu'il y ait un contact, il faut quand même qu'il y ait une influence quelque part. Ça paraît évident tellement on est habitué à cette force. Mais si c'est à distance, parce que si je prends cette chaise et que je la pousse,
ok, je la pousse par là, le contact est là, on a l'impression que c'est assez naturel. Si je suis à distance et que j'attire la chaise par gravitation, comment la chaise sait que je suis là? Par ailleurs, moi je l'attire, vous aussi vous l'attirez, vous aussi vous l'attirez, la Terre aussi l'attire, tout le monde l'attire. Et comment elle fait pour réagir? C'est-à-dire, elle tient compte de la présence de tous les corps. Chaque corps, partout dans l'univers, l'attire. Et il y a une espèce de bilan qui s'établit. Et elle se met en mouvement en réponse à ce bilan général. Mais restons sur deux corps. Je vous disais, le problème, c'est d'une part l'action à distance, d'autre part l'action instantanée. Effectivement, la Terre s'est déplacée, du coup le Soleil est attiré par la Terre de façon, autrement, dans une autre direction, et éventuellement d'ailleurs, puisque vous savez que la trajectoire de la Terre n'est pas un cercle mais une ellipse, en fait, même la distance n'est pas la même, donc même l'intensité de la force va varier. Mais si vous voulez, si je rajoute une charge au Soleil, une masse au Soleil, d'un seul coup il est plus massif, d'un seul coup la force ici varie. Le d'un seul coup est terrible ici. Instantanément, parce que instantanément, ce n'est pas juste très rapide. Instantanément, c'est au même instant. Donc, faites avec moi cette expérience de pensée. Je fais ça. Là, enfin, ce n'est pas une expérience de pensée, d'ailleurs, c'est une vraie expérience. Voilà, mon point est là, mon point a une certaine masse, et je fais ça. J'ai modifié la force de gravitation exercée par mon point sur cet objet. Voilà. Mais là, il y a une certaine force. Ce corps est attiré par mon point, c'est indéniable, force de gravitation universelle. Je fais ça, il est plus attiré. Mais il est plus attiré instantanément, d'accord? Donc, j'exerce une force là-dessus. En même temps, j'insiste, ce n'est pas très rapidement, le corps se dit « Ouh là là, c'est plus près, il faut que je sois attiré plus ». C'est que quand je fais ça, je le déplace. Mais la force gravitationnelle a une portée infinie. Quand je fais ça, je suis en train de bouger Jupiter. Pardon, je bouge la galaxie d'Andromède. Je bouge l'ensemble de l'univers. L'ensemble de l'univers est connecté à mon... Je fais ça, je déplace tout. Enfin, j'exerce une force, mais qui, du coup, les déplace infinitésimalement. Mais oui. Donc, si la force agit instantanément, je fais ça, je bouge toutes les étoiles de l'univers avec moi. C'est un fait. Ou alors, ce n'est pas instantané. Mais si c'est instantané, ce n'est pas petit à petit, ça va se savoir. Non, c'est... En même temps, on est connecté. Tout est absolument rigide. Si c'est instantané, c'est instantané. Ouais. Une question. L'instantanéité dont vous parlez ici, est-elle encore acceptée ou... Non, effectivement. Là, j'essaye de vous replonger dans la perplexité de Newton, pour qui il existe un temps universel et qui écrit une force qui ne dépend, où il n'y a pas d'idée même de propagation d'une information. S'il y a telle distance entre les deux corps, R1, la distance entre les deux corps, s'il y a telle distance, il y a telle force. Par conséquent, si la distance varie, la force varie. Mais voilà, la distance maintenant est différente, la force maintenant est différente. Et donc, l'instantanéité, elle n'a pas l'air d'être là parce qu'il n'y a pas le temps, mais précisément parce qu'il n'y a pas le temps, elle est là en fait. C'est-à-dire qu'à tout instant, mais si la notion d'instant a un sens, mais pour Newton il y a un sens, et on verra effectivement que la notion d'instant n'a pas de sens. Mais quelque part, heureusement, et en fait c'est ça la solution du problème de Newton, c'est que son hypothèse qu'il existe un temps absolu et que donc, et qu'il y a même un sens à dire qu'il y a une action instantanée, cette hypothèse est fausse. Mais telle qu'elle est écrite là, cette force implique une action instantanée, de même ici. Alors pourquoi j'introduis ça maintenant alors qu'on est censé parler de lumière, je n'ai pas oublié, c'est que
la solution du problème, on va la découvrir du côté électrostatique. C'est-à-dire que le même problème que je viens de décrire et qui troublait Newton, évidemment Newton ne connaissait pas la force de Coulomb, mais le même problème que je viens de décrire vaut ici, c'est la même force, c'est pareil, là, instantanément, si je déplace une charge, je modifie l'attraction de tout, ou la répulsion de toutes les charges partout dans l'univers, au même instant. Et il y a des charges partout dans l'univers. Donc en fait, voilà, je charge mon objet, je fais ça, je suis en train de bouger tous les électrons de la galaxie, instantanément, là maintenant. Ils sont au bout de mon bras, c'est pas que ça va avoir un effet, c'est que je les prends avec moi. Donc on voit bien qu'il y a un problème profond en fait. Et je pense qu'on n'y réfléchit pas suffisamment à ce problème. Mais ah, oui, après je vous dirai. Donc vous voyez, c'est chargé là, et ça ne se décharge pas parce que l'air donc l'air est isolant. Donc je suis à la graduation 2,6 ou 7. Bon, ok, juste en passant. Ok, alors, que se passe-t-il en pratique? Alors, dans quel sens je vais? Bon, il y a ce phénomène électrique. Ok, je vais commencer par parler des champs. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. D'abord, phénomène magnétique. Donc ça, c'est l'électricité. Deux types d'électricité. Ok. Action à distance, action instantanée si on croit à cette loi, proportionnelle aux charges, inversement proportionnelle au carré de la distance. Bon, très bien. Maintenant, il y a le magnétisme. On a parlé aussi la dernière fois. Donc j'ai ramené deux petits aimants, mais bon, vous connaissez tous les aimants. Là, il se repousse et là, il s'attire. Donc il y a aussi manifestement deux... Ouais, on peut s'attirer ou se repousser, comme pour l'électromagnétisme. Donc là, là j'attire la partie rouge, et si je retourne, j'attire la partie blanche. Oups. Voilà, bref. Donc, on parle de pôle magnétique. Alors, ce qui est troublant, c'est que si je coupe donc j'ai un aimant, pierre d'aimant, trouvé à Magnésie, donc, on va dire j'ai un pôle nord et un pôle sud. Pourquoi? Parce que la Terre... Alors, oui, la Terre, comme vous le savez, est dotée d'un champ magnétique dont les lignes de champ, vous voyez, je parle déjà de champ. En fait, on connaît tellement de choses par rapport au flou dans lequel on était à l'époque que maintenant, on a le langage qui nous empêche un peu d'être face au mystère. Mais c'est bien quand même de se replonger un petit peu dans le problème. Les Chinois, dit-on, ont découvert la boussole, et donc effectivement qu'une petite aiguille aimantée va s'orienter toujours dans la direction du nord. Et donc c'est très pratique pour se repérer effectivement sur Terre. Alors en fait, alors maintenant on sait que vous avez un champ magnétique, donc vous avez le pôle nord terrestre qui est en fait le pôle sud magnétique. Donc nord terrestre et le pôle sud magnétique. Pourquoi? Parce que justement l'aiguille, ici, donc vous avez un champ comme ça, si vous voulez. Les lignes de champ partent du pôle nord magnétique vers le pôle sud. Donc en fait, je l'ai fait à l'envers. Voilà. Et l'aiguille aimantée va s'aligner le long du champ. Donc je le fais ici. Si vous avez un champ magnétique comme ça, je représente des lignes de champ, il faudra dire ce que c'est, ça va être très important. Vous avez des lignes de champ magnétique, et si vous mettez un petit aimant, il va s'aligner avec le champ. Voilà. Et le fait, enfin bon, voilà, c'est vraiment ça. Hein. Vous avez tous vu une boussole, je vais mettre comme ça. Oups, ouais, bref.
Et donc le pôle nord de l'aimant s'oriente... Alors, attendez. Je suis perdu. Oui, c'est ça, le pôle nord de l'aimant pointe vers le pôle sud magnétique, mais il se trouve que c'est... Donc on l'appelle le pôle nord de l'aimant parce qu'il pointe vers le nord, mais en fait, du coup, c'est bien le pôle sud magnétique, le nord. Bon, enfin, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il y a deux pôles, et ce qui est troublant, c'est que si je prends l'aimant et que je le casse en deux, ben, j'ai à nouveau deux pôles. C'est-à-dire, je me retrouve avec deux bouts, je me retrouve avec deux aimants, un au pôle sud, un au pôle nord. Je n'ai pas de monopôle magnétique, comme on dit. Donc ça, c'est un dipôle. Et il n'y a pas de monopôle magnétique comme le sont en réalité les charges électriques. Donc pour les charges, j'ai deux types de charges différents, mais je peux avoir une charge plus et une charge moins, isolée, qui se repousse, etc. Mais je peux, voilà, j'ai chargé cet objet de charge plus, je peux isoler une charge plus, je ne peux pas isoler un pôle nord magnétique, ça n'a pas de sens. Donc c'est quelque chose de nature différente. C'est pas que j'ai des particules magnétiques de deux types différentes qui peuvent s'attirer ou se repousser, comme les charges électriques peuvent être de deux types différents et s'attirer ou se repousser. D'accord? Ça, c'est important, c'est quelque chose qui est assez fondamentalement différent. D'où la surprise accrue de découvrir qu'en fait, ces deux phénomènes sont liés. Parce que ça n'a vraiment pas l'air d'être la même chose. Par ailleurs, vous pouvez frotter tant que vous voulez des objets, vous n'allez pas en faire des aimants. C'est vraiment quelque chose de complètement différent, d'accord? Et il n'y a pas de notion, pour une charge électrique, il n'y a pas de notion d'orientation comme ça. Parce que c'est une charge ponctuelle. Donc un électron, c'est une particule. Alors, je suis obligé de mélanger des concepts classiques enfin, disons, j'utilise une réalité quantique que je traduis en concept classique. Donc il y a un moment, ça colle plus trop, mais parlons d'électrons comme si c'était des corpuscules au sens ordinaire. On fera la physique quantique plus tard. Vous avez une particule qu'on appelle électron et qui a une certaine masse, qui est un certain attribut de cet électron, et une certaine charge électrique, Q, qu'on note E pour électron, enfin c'est la charge élémentaire. Donc c'est un attribut de la particule. Dans le cas magnétique, alors jusqu'à la découverte du spin, donc qui est une propriété profondément quantique, il n'y a pas une charge magnétique qui pourrait être un attribut d'un corpuscule. Vous ne pouvez pas dire ce corpuscule, il a telle charge magnétique. D'abord, il n'y a pas de charge magnétique. Il n'y a que des dipôles magnétiques. Il n'y a que des... Voilà. Alors, ce qui est étrange avec le dipôle, c'est que forcément, il a une direction. C'est comme ça qu'on a découvert avec la boussole. Il a une direction, c'est-à-dire qu'il pointe dans une certaine direction, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il peut s'aligner sur des lignes de champ. Et donc, comment un objet ponctuel pourrait-il avoir une direction? Si je mets une charge électrique négative ici et positive là, si j'ai deux corps, enfin si j'ai deux corpuscules chargés, alors il y a une direction qui apparaît, qui est la direction entre eux. C'est une direction privilégiée qui ne dépend de rien. Okay, donc si j'ai deux objets, il y a une direction qui apparaît, c'est la direction qui les relie. Si j'ai un objet, toutes les directions se valent. Je ne peux pas attribuer une direction à un objet.
Alors, sauf avec le spin, mais justement, ça va être quelque chose de très profond. Donc là, je suis vraiment en classique, hein, parce qu'on essaye de faire émerger l'électromagnétisme. Donc, un corps dans l'espace ne peut pas avoir de direction privilégiée. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'isotropie de l'espace. Toutes les directions se valent. Si un point ne singularise pas une direction, tandis que deux, oui, évidemment, singularisent la direction qui les relie. Et c'est vrai pour la force gravitationnelle. Évidemment, quand je dis que la force s'exerce, donc le Soleil exerce sur la Terre, s'exerce vers le Soleil, évidemment, vers où pourrait s'exercer la force que le Soleil exerce sur la Terre? Enfin, dans quelle direction, je veux dire, pourrait s'exercer cette force? C'est la seule direction qui est privilégiée. Si le Soleil attirait la Terre par là, enfin, ou exerçait une force par là, vous seriez en droit de me dire, ok, mais pourquoi pas cette force-là? C'est quoi la différence? C'est-à-dire, si vous tournez, vous voyez qu'il y a une symétrie de révolution autour de l'axe qui les relie. Donc, mettons que vous êtes la Terre et que moi je suis le Soleil, si la force que j'exerce sur vous, ça vous fait partir par là, ok, mais si on tourne, le par là d'ici, si on tourne sur nous-mêmes, le par là, il est par là maintenant, ou par là, ou par là. En fait, toutes les directions se valent. C'est une symétrie de révolution cylindrique. Donc, si vous avez deux corps, la force qui s'exerce entre eux ne peut être qu'une seule chose, c'est diriger le long. Soit il n'y a pas de force, soit il y a une force, et elle est forcément dirigée le long de l'axe. Parce que toutes les directions autour de l'axe se valent. Donc, il n'y a aucune raison. Enfin, oui, enfin, bon, vous avez compris, je pense. C'est bon? Ouais, ok, pardon. Donc, voilà. Et donc, j'en reviens au magnétique. Quelque chose qui a une direction ne peut pas être ponctuel. Ça n'a pas de sens. D'accord? Et quelque chose de ponctuel ne peut pas privilégier une direction. À nouveau, c'est un raisonnement classique, mais il est pertinent. C'est pas qu'il y a une faute de raisonnement, c'est que, certes, on va attribuer un spin avec une direction dans l'espace à des particules entre guillemets quantiques, mais il va falloir faire des choses bien différentes. C'est-à-dire que direction dans l'espace, il va falloir savoir ce que ça veut dire en fait. Qu'est-ce qu'on appelle l'espace? Est-ce que c'est vraiment ça? Et justement, non. La réponse est non. Parce que si vous avez l'espace et un corps ponctuel, l'espace ordinaire et un corps ponctuel, non, il n'y a pas de direction privilégiée. Enfin, ça ne veut rien dire. Mais là, il y a une direction. Ça veut dire que l'élément, il y a un deuxième objet. Oui, alors ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose d'étendu. Alors, le problème, c'est là où c'est très difficile d'aller au bout de ces raisonnements, parce que, in fine, il y a des moments magnétiques élémentaires qui sont derrière tout ça. Dans un aimant, vous avez en fait des constituants élémentaires qui sont porteurs, justement, effectivement, d'un moment magnétique élémentaire avec une direction privilégiée, et il se trouve qu'ils s'alignent tous. Et s'ils s'alignent tous, ils vont pouvoir produire un champ global. Parce que chaque petit dipôle magnétique élémentaire va créer son propre réseau de champs, mais s'ils sont tous de façon désordonnée, orientés dans toutes les directions, bah, globalement, ça ne va pas produire de champ magnétique à l'échelle macroscopique, même mésoscopique. S'ils commencent à tous s'aligner sous l'influence les uns des autres, alors vous allez avoir des effets qui se renforcent et vous allez créer un champ magnétique à grande échelle, et ça va être ça l'aimant. Ouais. Finalement, l'élément se duplique à l'infini, plus on découpe en morceaux. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est plein de petites flèches, disons, de petites directions privilégiées à l'échelle microscopique. Donc, voilà, j'ai ça. Donc ça, c'est mon aimant global.
Donc effectivement, ça pointe par là, donc le nord est par là, et puis le sud est par là, c'est-à-dire qu'en fait, les lignes de champ reviennent comme ça, donc il y a une espèce de circulation du champ, ça part par là, puis ça revient à l'infini. Donc vous avez tous vu hein, des lignes de champ avec la limaille de fer, vous avez vu ces choses-là, donc vous savez que effectivement, la forme des lignes de champ, c'est ça. Et là, on comprend bien que si je le coupe en deux, bah, ça ne change rien, il y a toujours une orientation ici, par là, et une orientation par là. Donc, le nord est toujours par là. Et, vous voyez, je me retrouve avec... pardon pour le brouillon, là. Mais voilà, chaque bout est le même que l'autre, en fait. Donc, il y en a juste moins, et donc l'aimant va être 2 fois plus petit, enfin, plus faible, etc. Mais... Donc, on comprend bien, en fait, que si effectivement il y a une orientation privilégiée, enfin, si c'est ça le modèle, ça marche. Et c'est ça le modèle. Mais sauf que je suis à la limite de l'incorrection dans le sens où je dis qu'il ne peut pas y avoir de direction ponctuellement, mais en fait, si. Mais donc, peut-être j'aurais même pas dû le dire, mais quand même, si. Un point, si on raisonne en élément de la réalité classique, un point ne désigne pas une direction. Voilà. Et si on s'affranchit de ça à un niveau plus fondamental, c'est parce qu'on fait intervenir des objets qui eux-mêmes justement, sont d'ordre vectoriel, en l'occurrence spinoriel, donc c'est encore un peu plus délicat, c'est-à-dire que on fait apparaître dans la réalité physique autre chose que des objets posés quelque part avec des attributs, qui est la représentation classique ordinaire, enfin classique, qui correspond à notre intuition physique. Donc l'idée d'une direction associée à un point est quelque chose qui n'est pas intuitif, qui n'est pas, je sais pas, qui fait pas partie. Enfin, ceci dit, c'est peut-être aussi en même temps une question que je vous pose, mais est-ce que vous voyez ce que j'essaye d'exprimer? Peut-être que c'est mon intuition qui est défaillante d'ailleurs et que, après tout, why not? Mais parce que pendant que je dis ça, je me dis, oui, un corps peut avoir une vitesse dans une certaine direction. Mais on revient sur les paradoxes de Zénon avec la flèche qui se déplace. À un instant donné, ponctuellement, la flèche, elle est quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va dans une certaine direction? Ce paradoxe de la flèche de Zénon, et comme les autres dont on a déjà parlé, on a toujours l'impression qu'ils sont résolus. Non, pour moi, il est très, très, très important de réaliser que c'est un vrai nœud. Il y a un vrai problème. Dire que la flèche avance dans une certaine direction et lui attribuer une vitesse à un instant donné, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va par là à cet instant-là? À cet instant-là, elle est là. À l'instant suivant, elle sera là. D'accord, mais qu'est-ce qui caractérise dans l'instant? Qu'est-ce qui fait dans l'instant? Qu'est-ce qui distingue une situation où dans l'instant, elle est là et elle va par là, et où elle est là et elle va par là? Si l'état du monde est donné dans l'instant, si le monde est ce qu'il est maintenant, comme nous le dit notre intuition, que le passé n'existe plus, que le futur n'existe pas encore, alors l'état du monde avec la flèche là, ben voilà, c'est ça l'état du monde. Donc il faut qu'il y ait, pour donner un sens à cette flèche à une vitesse par là plutôt que par là, il faut introduire justement ponctuellement et dans l'instant une notion dynamique qui, en tout cas, moi je trouve qu'elle n'est pas du tout aussi simple. Évidemment, on a les mots, on dit oui, une vitesse, elle va par là. Mais je ne sais pas, j'essaye de faire naître en vous cette
stupéfaction qui m'accable. Mais peut-être je suis trop naïf, mais je pense que Zénon a vu ça, et je pense qu'on n'a pas complètement résolu ce problème. C'est-à-dire, on le résout en enrichissant la réalité physique de notions supplémentaires, justement en attribuant une flèche, la vitesse, à un point, en attribuant une flèche, la direction du moment magnétique élémentaire à une particule, etc. Mais que ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est déjà extérieur à notre intuition physique. Et je crois que c'est pour ça que Zénon pointe le problème de la flèche en mouvement qui à chaque instant est là où elle est, donc à chaque instant, elle n'est pas en mouvement, puisque pour du mouvement, il faut du temps. Et donc, si la durée est une succession d'instants, vous êtes une succession d'instantanés sans mouvement, comment ça peut créer du mouvement? Je crois que c'est ça. Enfin, il me semble, peut-être j'ai une mauvaise lecture de Zénon, je faudrait parler à des gens qui ont étudié ça, mais en tout cas, moi, ça me parle de cette façon-là. Je crois qu'il y a un problème profond. Donc, je mélange plusieurs choses, mais qui me semblent liées, c'est que si vous admettez qu'à l'échelle fondamentale, un objet localisé, ponctuel, peut être doté d'un attribut directionnel, alors d'accord. Et c'est le cas, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je dis que ce n'est pas du tout quelque chose qui relève de notre intuition commune. Il me semble qu'il y a un nœud là, et de fait, pour traiter ça mathématiquement, il faut introduire des notions mathématiques extrêmement élaborées, en fait. Y compris pour parler de la vitesse en un point. Je fais en ce moment, pour les masters de physique, un cours de relativité générale, où j'insiste beaucoup sur cette notion. C'est justement de croire, d'avoir l'habitude de considérer des directions dans l'espace comme allant de soi, qui fait qu'on peut avoir du mal à aborder la relativité générale, parce que justement, c'est cette notion-là qu'il faut abolir. L'idée qu'il y a des directions dans l'espace en un sens ordinaire, l'idée que vous avez un point A et un point B, et que ça désigne une direction que je peux représenter par un vecteur AB, un vecteur qui relie deux points. Cette idée-là, c'est vrai qu'elle nous est intuitive, mais elle présuppose une structure mathématique, une structure d'espace affine, peu importe, qui en fait ne concerne pas notre monde. Comme vous savez, notre espace-temps est un espace-temps courbe, et à la surface d'une sphère, par exemple, un prototype de surface courbe, expliquez-moi ce que c'est que le vecteur qui relie deux points sur la sphère. C'est pas une droite. Si d'ici je veux aller tout droit à Marseille, je sais ce que je fais. Je vais le sud ou le sud est par là, et je marche et j'y vais. Mais sauf que ça, c'est pas aller tout droit. C'est aller tout droit sur la sphère. Si je voulais aller tout droit dans l'espace 3D, il faudrait que je creuse. Pour aller de là à là, je devrais faire ça. Oui, mais si l'espace, c'est juste la sphère, est-ce que ça veut dire je peux quand même aller tout droit à Marseille? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'idée de direction comme... l'idée de direction, voilà. Et c'est bien ça notre problème. On a des directions qui apparaissent, que ce soit pour la vitesse, que ce soit ici pour notre dipôle magnétique. L'idée de direction ne va pas de soi, en fait. Alors, elle va de soi parce qu'on a tous l'intuition du plan euclidien, etc. Mais ce que j'essaye de faire naître, c'est au moins l'interrogation. Enfin, j'essaye de mettre le doigt où, alors que ça a l'air, sur le fait que, alors que ça a l'air d'aller de soi, en fait non. Et
Et ce qui est très intéressant avec la relativité générale, c'est que ça nous montre qu'effectivement, non, y a pas, la notion de direction n'est pas aussi simple qu'on croit. Et pour introduire, vous voyez, ça fait déjà, donc depuis le début du semestre, ça fait déjà 3 cours de 3 heures de relativité générale que je refais, et je n'ai pas encore défini ce que c'était qu'une direction. Je le ferai seulement la semaine prochaine. Ce n'est pas simple du tout en réalité. Il faut introduire des ingrédients mathématiques assez élaborés qui permettent de traiter les géométries non euclidiennes, justement, pour arriver à définir une direction en un point. Pas entre 2 points, en un point. Bon, je mélange plusieurs choses, c'est peut-être un peu confus, je suis désolé. C'est que, en fait, en parlant de tout ça, je découvre moi-même que c'est pas si simple de dérouler comme ça l'électromagnétisme sans aborder en fait des questions profondes. Et c'est pas un hasard si l'électromagnétisme a été la porte d'entrée vers la relativité et finalement vers la physique quantique aussi à travers la question des photons. Donc reprenons quand même, essayons de pas trop diverger. Ce tableau est un peu confus. J'ai eu un commentaire sur la chaîne YouTube, quelqu'un disait « Ce tableau, c'est une horreur, on ne comprend rien, etc. » Donc c'est vrai que je suis obligé de reconnaître, c'est un processus dynamique dans l'espace-temps, ça marche, mais si on fait un instantané dans l'espace, enfin à un instant donné, oui, c'est un peu confus. On va essayer de faire mieux. Alors, électricité, on a fait quelques expériences, ok, 2 types d'électricité, très bien. Magnétisme, quelque chose qui a priori est complètement différent, avec non pas des attributs ponctuels des corps, mais manifestement des attributs directionnels. Donc, en fait, tout ça, c'était pour essayer de vous faire sentir la spécificité de ce que c'est qu'un attribut directionnel et que ce n'est pas du tout quelque chose qui est simple en tout cas, qui est immédiat. Voilà. Mais manifestement, il y a effectivement une notion de direction qui... ouais, bon, voilà. Ok, stop. Alors, c'est 2 choses très différentes. Je vais effacer le tableau, on va repartir, on va faire une feuille blanche. Il se trouve que ces 2 choses-là, le magnétisme et l'électricité, sont reliés. Et ça a été découvert par des gens comme Faraday. Faraday, immense, absolument essentiel dans cette histoire. Ampère, essentiellement. Faraday, Ampère. Donc, qui découvre expérimentalement un lien entre électricité et magnétisme. Donc je vais vous faire l'histoire courte. Si vous avez, le fond du problème, c'est qu'un courant électrique, enfin le fond de la solution plutôt, un courant électrique crée un champ magnétique. Ça, alors, je vous avais dit en fin de cours la dernière fois que Einstein considérait l'invention de la pile électrique comme la plus grande invention de l'histoire de la physique. À partir du moment où on a su faire des piles électriques, je représente une pile électrique à l'ancienne, voilà. Vous pouvez connecter, je vais mettre ici une résistance, peu importe, vous pouvez connecter le plus et le moins et faire passer un courant. Alors on a compris qu'un courant c'était un déplacement de charge. On l'a compris tardivement, hein, parce qu'on a pensé, on a découvert l'électron, vous le savez, en
en 1895. C'est ça, ouais. Thomson, en tout cas à la toute fin du 19e siècle. D'ailleurs, on parle de courant électrique, on voit bien que tout le vocabulaire est lié à une espèce de fluide qui s'écoule. Et c'est une très très bonne analogie, en fait, pour plein d'applications, parce qu'au fond, c'est quoi un courant d'eau qui s'écoule? C'est aussi des particules, des molécules qui ont une vitesse commune et qui sont entraînées de façon fluide. Donc, quand on dit non, mais en fait, l'électricité, c'est pas un fluide, bah si, en fait, c'est plutôt non, un fluide, c'est pas un fluide. Enfin, vous avez des constituants porteurs d'un certain attribut, ici porteurs de charge, qui s'écoulent d'une façon ou d'une autre. Bref, sans rentrer dans les détails de tout ça, donc vous pouvez faire passer un courant dans un fil conducteur. Évidemment, s'il n'est pas conducteur, ça ne conduit pas, donc ça ne passe pas, mais un fil conducteur transmet les charges, et donc vous avez ici un fil dans lequel passent des charges. Alors, ce qu'on appelle un courant électrique, c'est vraiment un flux de charge électrique, c'est-à-dire un flux d'électrons. Alors, l'électron étant chargé négativement, on dit que le courant va dans un certain sens, quand en fait les électrons vont dans l'autre sens, mais peu importe, c'est tout à fait un détail. Le courant peut aussi passer dans un liquide avec des ions, auquel cas il y a des ions plus qui vont dans un sens, des ions moins qui vont dans un sens, enfin, peu importe, il y a un déplacement de charge. Un courant électrique, c'est un déplacement de charge. Ça, c'est... Et le courant est d'autant plus grand que les charges se déplacent vite ou qu'il y a plus de charges qui se déplacent. Donc c'est tout à fait... c'est proportionnel, si vous voulez, à la densité de charge fois leur vitesse. C'est ce qu'on appelle le courant ou la densité de courant électrique. C'est la densité de charge électrique fois leur vitesse. C'est tout à fait intuitif comme notion. Donc un courant électrique, c'est un déplacement de charge. Eh bien, Faraday remarque que si vous avez une petite aiguille aimantée ici, elle va être sensible au courant. Le simple fait qu'il y ait du courant dans un fil crée un champ magnétique. On ne connaissait pas du tout de source de champ magnétique précédemment. Alors si, source de champ magnétique, un aimant, mais pour faire un aimant, il faut trouver un aimant dans la nature. Il y a des aimants, mais on ne sait pas fabriquer du champ magnétique. On sait, de même qu'on ne sait pas, je sais pas, fabriquer du fer. On en trouve dans une mine, et ok, mais on ne sait pas fabriquer du fer. Alors maintenant on sait, mais les étoiles savent, disons. Mais voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose de vraiment très étrange, parce qu'on part, justement, on fabrique du champ, pas à partir du champ. Il n'y a pas besoin d'aimant pour faire un champ. Il suffit de faire passer un courant quelque part, ça crée un champ magnétique. Ça, c'est vraiment très intéressant. Première observation, enfin, première série d'observations. Deuxième série d'observations, vous prenez un fil conducteur, un fil de métal, un fil de cuivre par exemple, vous le refermez sur lui-même, et puis vous prenez un aimant, et vous approchez l'aimant du fil de métal, et ça crée un courant. Alors, ce que comprend Ampère, je vais l'écrire en phrase. Je vais l'écrire en phrase, puis je vais expliquer ce qu'elle veut dire. C'est qu'une modification du flux magnétique je ne vais pas être trop précis. Modification du flux magnétique crée un courant électrique.
alors, qu'est-ce qu'on entend par flux magnétique? Alors, justement, si on a déjà l'idée des lignes de champ, j'y viendrai après. Voilà, je représente un diagramme de lignes de champ, voilà. Ok, nord-sud, comme ça. Et vous avez votre morceau de métal ici, et vous avez alors vous imaginez, voilà. Imaginez en perspective là, comme ça. Je vais le faire comme ça. Voilà. Et donc il y a du champ qui traverse là. Ok. Vous voyez les lignes de champ qui traversent le. Ok, c'est très mal fait, mais donc voilà, j'ai une espèce de cerceau, enfin une spire électrique, et les lignes de champ dont on n'a pas encore parlé, mais qui vous sont familières, je pense, malgré tout, au moins en termes de représentation, les lignes de champ traversent, enfin se répandent dans tout l'espace, et je peux m'intéresser aux lignes de champ qui traversent le bout de circuit. Eh bien, je peux définir ce qu'on appelle donc le flux magnétique, qui en gros est, on va dire, le nombre de lignes de champ qui traversent le... Il faudrait préciser, en fait, c'est l'intégrale de l'intensité du champ magnétique sur la surface. Donc, on va dire c'est le nombre de lignes de champ qui traversent le cerceau. Si jamais ce flux magnétique, c'est-à-dire la quantité d'un... C'est comme s'il y avait une espèce de courant magnétique qui suivait les lignes de champ, si vous voulez une image un peu... donc, voilà, c'est comme si l'aimant envoyait un espèce de flux, de flux magnétique comme ça partout dans l'espace. Et donc, la quantité de flux magnétique qui traverse le circuit électrique, alors qu'il est un circuit électrique, mais qui n'est pas alimenté, c'est juste je dis circuit électrique, mais c'est juste un bout de métal. Si la quantité de flux magnétique qui traverse varie dans le temps, alors un courant apparaît. C'est un truc vraiment dingue, c'est-à-dire vous prenez, ouais, alors si vous faites plusieurs tours, ça va être plus facile à voir, mais ça marche avec un tour, hein. Puis ça n'a pas besoin d'être rond, hein, n'importe quoi. Vous faites. Dès lors qu'à travers une certaine courbe fermée, quelle qu'elle soit, la quantité de lignes de champ qui traversent, donc le flux magnétique à travers cette boucle, varie. Dès lors que ce flux magnétique varie, il apparaît sur la boucle un courant électrique. C'est-à-dire que si là je mets une petite ampoule électrique et que j'amène un aimant, elle va s'allumer. Alors que je l'amène ou que je la retire, ce qui compte, c'est ce que découvre Ampère, la loi d'Ampère, ce qui compte, c'est la variation du flux magnétique. Plus cette variation est grande, plus le courant électrique induit, on appelle ça un courant électrique induit, d'ailleurs je vais l'écrire, un courant électrique induit. Donc c'est le phénomène de l'induction. Plus le flux magnétique varie par unité de temps, plus l'intensité du courant électrique induit est grande. C'est assez remarquable d'avoir déterminé que c'était effectivement cette variation du flux magnétique, qui est un truc déjà assez abstrait, qui induit directement le courant. Mais c'est la loi qu'a découverte Ampère. Donc, encore une fois, si j'approche un aimant, au début, je suis très loin, il n'y a quasiment pas de flux. Je l'approche, donc je fais j'augmente le flux magnétique. Donc, il y a une variation dans le temps du champ magnétique, ça crée un courant. Si, par contre, j'ai l'aimant, donc là, proche de mon circuit, enfin de ma boucle métallique, là, il y a beaucoup de champ. Si je retire l'aimant, maintenant il n'y en a plus, il y a eu une baisse, donc il y a une variation du flux magnétique, ça fait apparaître un courant.
Alors, ce qui est amusant, c'est que, enfin, ce qui est amusant, c'est comme ça. Si j'approche l'aimant, ça fait un courant dans un certain sens. Si je le retire, ça fait un courant dans l'autre sens. Ça va tourner, le courant va tourner dans l'autre sens. Ha. Bref, Ampère établit une loi qui donne, en gros, ce qu'on appelle la force électromotrice, c'est-à-dire ce qui, in fine, induit le courant. La loi d'Ampère relie, je vous l'écris pour ceux à qui ça parle, la force électromotrice, alors on la note E, c'est pas la charge de l'électron, mais si vous voulez, ça se mesure en volts. Donc c'est une espèce de tension qui apparaît, mais qui est distribuée tout au long du circuit. C'est directement la dérivée du flux magnétique, ça c'est le flux magnétique. Et il y a un signe moins qui, en l'occurrence, est très important. C'est-à-dire, si le flux magnétique augmente, vous avez une force électromotrice qui va mettre, du coup, donc qui va mettre en mouvement des charges électriques. Et du coup, si les charges électriques sont en mouvement, bah, ça fait un courant électrique. Et alors, comme ce qu'on a vu, c'est que par ailleurs, un courant électrique crée un champ magnétique, le fait, par exemple, d'approcher un aimant va mettre en mouvement des charges qui vont créer un champ magnétique, et ce signe- fait que le champ magnétique créé va tendre à s'opposer à si vous augmentez le flux magnétique à travers le circuit, le champ magnétique créé par le circuit va tendre à diminuer ce flux magnétique. Si au contraire vous diminuez le flux magnétique à travers le circuit, ça va créer un courant électrique qui lui-même va créer un champ magnétique qui va s'opposer à la diminution du flux, donc qui va augmenter le flux. Donc il y a un effet, c'est ce signe- là qui fait que le courant induit va lui-même créer un champ qui s'oppose à ce qui a initialement créé le champ induit, le courant induit. Ouais. Ce que dit ici, le courant électrique a la dimension et de l'ordre d'un mouvement aussi. Parce que si on a un mouvement du champ magnétique, ici, le courant électrique, c'est une dimension de mouvement aussi. Oui, alors effectivement, donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'une charge électrique crée un champ électrique. Ça crée un champ électrique. Je n'ai pas encore parlé de champ, je vais le faire tout de suite après. Et une charge en mouvement crée un champ magnétique. C'est le courant électrique, le courant électrique, le mouvement des charges qui... Alors, une charge en mouvement crée aussi un champ électrique, parce qu'elle est aussi là. En tant qu'elle est là, elle crée un champ électrique, et en tant qu'elle se déplace, elle crée un champ magnétique. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire, se déplacer? Et là, commence à apparaître un petit problème qui va devenir la relativité. C'est que quand on dit qu'on a un courant électrique, c'est-à-dire que des charges se déplacent, elles se déplacent par rapport à un certain référentiel. Mais dans le référentiel au repos, si vous avez des charges, simplifions le problème, prenons juste une charge, Q, qui se déplace à une certaine vitesse V. Je dis une vitesse V par rapport au tableau, d'accord, mais par rapport à la charge, elle est au repos. Elle ne se déplace pas. Un corps en soi ne se déplace pas. Donc, dans le référentiel de la charge, il n'y a pas de courant électrique. Elle est là où elle est. Donc, dans son référentiel, elle est là, voilà, et elle crée un champ électrique partout dans l'univers. Et il n'y a pas de champ magnétique. Zéro. Pas de champ magnétique. Puisqu'il n'y a pas de courant. Dans le référentiel ou dans n'importe quel autre référentiel, où donc la charge se déplace, eh bien, il y a un champ magnétique. Et donc, champ magnétique et champ électrique, non seulement ne sont pas des choses indépendantes, puisqu'on voit qu'un courant électrique crée un champ magnétique, une variation de flux magnétique crée un champ électrique, mais en plus, dire qu'il y a un champ électrique ou dire qu'il y a un champ magnétique, ce n'est pas quelque chose d'objectif du tout, ça.
Ça dépend du référentiel. Dans un certain référentiel dans lequel une charge se déplace, il y a un champ magnétique. Dans un autre référentiel, c'est-à-dire vu d'un autre point de vue, mais c'est le même monde, mais c'est vu d'un autre point de vue, à ce moment-là, il y a un champ électrique. Qu'est-ce que j'ai? Il n'y a pas de champ magnétique, je ne sais plus ce que j'ai. Oui, enfin, dans un référentiel, il y a un champ magnétique, dans un autre, il n'y en a pas. Mais le monde, il est ce qu'il est. Comment c'est possible? Il y a un champ magnétique ou il n'y en a pas alors? Et la réponse est, ben, ça dépend du référentiel. Mais comment ça peut dépendre du référentiel? Qu'est-ce que ça veut dire, ça dépend du référentiel? Il y en a ou il n'y en a pas. Il y a des effets magnétiques ou pas? Ils se repoussent ou pas, les aimants? Il y a un champ ou il n'y a pas de champ? Il y a un moment, il faut... Donc, alors, on va y revenir, mais il faut que je parle des champs. Quelle heure est-il? 11 heures, c'est l'heure de la pause. On fait une pause et je parle des champs. OK. Bon, c'était un peu brouillon, là, mon explication des directions. Je crois que j'aurais pas dû rentrer là-dedans, mais bon, c'est pas grave. On y reviendra.